Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. On connaît depuis presque une semaine le nombre de listos européennes et c'est comme chez le docteur, dites 33. Et il y a tout parmi les listes pourtant, malgré ce choix pour le moins vaste. Seul contre tous, jusqu'à 20h sur Sud Radio, je l'affirme, les abstentionnistes seront le premier parti des européennes. Oui, même s'il y a tout, puisqu'il y a du végétal, avec les différentes tendances écologistes, il y a l'animal, avec le parti animaliste, il y a du royaliste, oui, il y a une liste royaliste, et il y a même le parti communiste révolutionnaire, le mélange de Louis XVI et de Saint-Just, il y a du fédéraliste et du frexiteur, il y a du jaune avec les gilets jaunes, du rouge, du vert, il y a de la droite, de la gauche, du centre, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de l'extrême centre. Et pourtant, oui, je le répète, seul contre tous, les abstentionnistes seront le premier parti des européennes et malgré cette offre pléthorique. Le dernier rolling IFOP fiducial pour Sud Radio nous dit que seuls 43% des personnes inscrites iront voter alors qu'elles étaient 44 certaines d'aller voter au même moment en 2014 et qu'elles n'avaient été finalement que 42,43% à aller voter avec, accrochez-vous bien, cerise sur le gâteau, 4% de bulletins blancs et nuls. C'est pourquoi, je le répète, les abstentionnistes seront le premier parti des européennes. Parce que l'Europe n'intéresse personne, que les Français ont compris que quel que soit leur vote, on s'assoira dessus, et que comme chantait Renaud, mais je ne chanterai pas, tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie, il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. C'est dans la chanson, c'est quand qu'on va où. C'est pourquoi, je le répète, les abstentionnistes seront le premier parti des européennes, car monde nouveau ou monde ancien, les Français ne croient plus aux politiques, qu'ils soient des vieux partis, des partis nouveaux qui prônent la renaissance, alors qu'ils viennent de naître, ça ne s'invente pas, ou des partis qu'on peut encore qualifier de loufoques. Mais 68 version 2019 fonctionne toujours. Élection piège à con. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, les abstentionnistes seront le premier parti des européennes. Avec nous pour en débattre, Geneviève Götzinger, ancienne journaliste politique et DG de médias, chef d'entreprise de l'agence de conseil Image avec 2G. Bonsoir Geneviève Götzinger. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonsoir, mon cher Emmanuel Dupuis. Bonsoir Philippe et bonsoir aux auditeurs. Bienvenue sur Sud Radio et Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu. C'est publié aux éditions, je vais y arriver, Desclés de Brewers. C'est un peu compliqué à prononcer. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Philippe, c'est un éditeur d'origine belge, Desclés de Brewers. C'est pour ça que c'est un peu difficile à prononcer en France. Je comprends mieux pourquoi vous avez autant la frite, mon cher Guillaume Bernard. Exactement. Alors on va commencer avec vous, Geneviève Götzinger. Est-ce que vous pensez, comme moi, que les abstentionnistes seront le premier parti des européennes ? Je pense que c'est un pari que vous ne pouvez que gagner. C'est bien d'avoir des paris qu'on ne peut que gagner de temps en temps. Vous ne pouvez que gagner. Regardez toutes les européennes, toutes les élections européennes jusqu'à présent, l'abstention ça n'a pas toujours été le cas. Ça dépend ce que vous estimez être un bon score en termes de participation. À mes yeux, ça a toujours été le cas, même lors de la première élection européenne en 1900. 39,39% d'abstention. Et vous trouvez que c'est bien ? Vous trouvez que 60% de participation, c'est beaucoup ? Alors c'est sûr que pour l'époque c'était moins, mais ça laisserait rêveur aujourd'hui. À l'époque on votait davantage à toutes les élections, je vous le signale. À l'époque on croyait encore à la politique. On y croit encore, je crois qu'on y croit encore. Simplement on a l'impression que l'Europe c'est loin, que l'Europe c'est pas nous, que l'Europe c'est eux, que l'Europe ne nous concerne pas, alors qu'en fait elle nous concerne dans la totalité de notre vie quotidienne. Elle nous concerne pour l'air qu'on respire, les voitures qu'on conduit, la nourriture qu'on mange. Enfin, l'Europe en fait c'est nous, simplement il faut arriver à s'en convaincre et à ce que les partis politiques arrivent à en convaincre les électeurs. Je ne vais pas poser la question, je vais la poser à tous. Vous êtes plutôt végétal ou animal dans les 33 listes ? Parce qu'il y a toutes les chapelles écologistes et il y a même un parti animaliste. Vous savez que le vote, on ne dit pas ce qu'on vote. C'est une grande liberté en France de pouvoir aller dans l'isoloir. Végétal ou animal, ça ne disait pas votre tendance. Guillaume Bernard, vous êtes plutôt végétal ou animal ? Non, c'est une boutade. Moi, je suis omnivore, donc je pense que je vais me payer tous les partis politiques. Sans question, il y a un élément essentiel, c'est que je ne crois pas que les Français se désintéressent de l'Europe, de l'avenir de notre pays en Europe et de l'avenir de l'Europe en elle-même. Mais en revanche, ils se détournent de l'offre politique parce que l'offre politique est nulle et parce que la campagne est absolument lamentable. Donc ça, je crois que la responsabilité de l'abstention, elle vient avant tout de ce que les partis politiques ne cherchent dans le fond qu'à essayer de capter des électeurs parmi les électeurs des autres partis, veulent jouer au jeu des vases communicants et ne
Et il ne s'adresse pas aux Français de manière globale et il ne cherche absolument pas à essayer de mobiliser les abstentionnistes. C'est ça le cœur de la question et ça me paraît extrêmement grave pour l'avenir. Emmanuel Dupuis, vous êtes plutôt animal ou végétal? Moi, je suis omnivore aussi. Donc, ma réponse n'a bon, il pas vraiment il n'y a pas de vegan sur le plateau. Non, ma réponse est... Non, moi non plus. Ma réponse est parfaitement politiquement correcte, si j'ose dire. Mais je crois que, on baigne tous dans la politique. Je crois qu'il n'y a pas un dédain de la politique, mais il y a une sorte de fatigue de la manière dont la politique maintenant se présente aux électeurs. Alors, il faut évidemment relativiser, effectivement, au début de la mobilisation citoyenne du Parlement européen. Il faut quand même rappeler que la première élection au suffrage universel, c'est 1979, avec Simone Veil, qui fut la première présidente du Parlement européen, faut-il le rappeler. Et il y avait du beau monde, François Mitterrand pour le Parti Socialiste, Jacques Chirac pour le RPR, Georges Marchais pour le Parti Communiste, c'était les patrons de parti, pas les bons couteaux. C'était effectivement à l'époque où les partis politiques estimaient l'importance du Parlement européen autant que le Parlement national. Maintenant, il y a quand même une réalité, c'est que contrairement à l'élection présidentielle, où les taux d'abstention varient entre 20 à 30%, on a quand même les élections européennes et les élections régionales, qui sont les élections qui sont le moins... qui représentent le moins pour lesquelles les Français sont le moins assidus, on a atteint des taux records. Le taux record, c'est en 2009. Absolument, c'est le taux record, 59,71 je crois. Absolument, et donc là, on s'oriente vers un nouveau record, puisque selon les dernières tendances, on est à 59,5, peut-être 60% d'abstention. Alors la réponse est ça dépend multiple. des astuces de sondage, on est à 57. Ça évidemment, 57-58, ça dépend un petit peu aussi de la manière dont on perçoit le début ou non de la campagne. La campagne n'a pas officiellement commencé. Elle a déjà commencé... Sur Sud Radio, parce qu'on a déjà fait 3 duels. Oui. Bien sûr, mais officiellement, elle n'a pas commencé. Et de ce point de vue, il faut se réjouir qu'il y ait une multiplicité de listes, mais aussi comprendre que plus il y a de listes, et plus il y aura une sorte de dilution de l'offre politique, avec des listes qui n'iront pas jusqu'au bout. Il n'y aura pas 33 listes qui se présenteront, il n'y aura pas 33 bulletins de liste, en tout cas, le 26 mai prochain. Et puis on imagine... certains n'auront pas les moyens de faire imprimer les bulletins. Ils n'auront pas les moyens de faire imprimer. Il faut ces minimum 500 000 euros. Oui, demande à leurs électeurs d'imprimer chez eux les bulletins de vote pour les glisser dans l'isoloir. Beaucoup jetteront, parce que c'est une tactique, jettent l'éponge avant, pour justement essayer de créer une dynamique autour des tendances ou des familles politiques auxquelles ils veulent se rattacher. Vous évoquiez le fait qu'il y ait 3 listes gilets jaunes, qu'il y a une multiplicité de la dimension environnementale. Je vous avoue à tous, est-ce que vous êtes comme moi, on est tous des passionnés de politique. Moi, il y a des listes où je ne connaissais pas le nom du parti et je ne connaissais aucun des membres du premier au dernier. Vous êtes dans ce cas, Guillaume Bernard ? Oui, non, mais c'est certain que le mode de scrutin, la proportionnelle intégrale, pousse évidemment à l'augmentation de l'offre et la présentation de listes plus ou moins ubuesques. Je crois qu'il y a aussi évidemment de l'intérêt pour certaines grandes formations politiques à ce que leurs concurrents se voient divisés par la présence de petites listes qui peuvent leur grappiller quelques pourcentages, même si ces listes-là n'obtiendront pas les 3% pour le remboursement des frais ou les 5% pour obtenir des élus. Et puis, je crois qu'il c'est aussi quand même le signe que il n'y a plus de repères politiques, c'est-à-dire que même dans les grands partis politiques, on ne sait pas vraiment ce qu'ils proposent. Alors bien sûr, il y a ceux qui veulent quitter l'Union européenne, il y a ceux qui veulent réformer l'Union européenne en son sein, il y a ceux qui veulent continuer comme si de rien n'était. Mais il me semble que ce qu'attendent les Français, c'est qu'on leur présente un projet alternatif, parce que, à l'évidence, la construction européenne telle qu'elle fonctionne jusqu'à aujourd'hui est quelque peu défaillante, parce qu'elle est extrêmement pressurante, je dirais, en interne et extrêmement évanescente en externe. C'est-à-dire qu'on a tous les désavantages de l'État fédéral en interne sans avoir la puissance en externe. Bon, eh bien, aucune des listes, me semble-t-il, ne présente véritablement un projet alternatif qui puisse intéresser les Français. Geneviève Gunzinger, vous êtes dans le même cas, Guillaume Bernard et votre serviteur. Je vous poserai la même question
Mon cher Emmanuel Dupuis, il y a des listes où vous connaissez ni le nom du parti, ni aucun des candidats? Non, mais bien évidemment, mais il y a des listes qui sont des listes fictives en réalité, donc c'est normal de ne pas les connaître. Elles ont quand même présenté. Trois petits tours et puis s'en vont. Ça va être des listes qui vont pas aller jusqu'au bout. Vous aviez raison de le dire, c'est une évidence. C'est des listes. Vous avez aussi des gens qui réapparaissent à chaque élection pour faire un petit peu parler d'eux, comme ça. Je pense à Monsieur Asselineau, on le voit arriver à chaque élection. Donc, il est présent à chaque élection. Il est présent à chaque élection. C'est une forme de publicité gratuite pour lui, finalement. Et puis, donc lui, on le connaît. Et puis, il y a un parti, par contre, qui se présente et qui a marché ailleurs en Europe, dans certains pays, le parti pirate, qui aura une liste. Ça, c'est quand même surprenant. Mais moi, je partage évidemment le point de vue de Geneviève. Alors moi, tel que je vois les choses, déjà, les Français ne sont pas forcément au courant qu'on ne va pas élire seulement une tête de liste ou les 20 premiers d'une liste, mais bien, et là aussi, il y a une petite ambiguïté, on devait élire 79 députés européens, comme les Britanniques, in fine, participeront au scrutin. Là aussi, il faudra revoir les calculs des uns et des autres. Ce ne seront pas 79 députés européens, nous en perdrons 5, mais 74. Donc, dans la quasi-totalité des grandes listes, celles qui sont assurées de faire 5%, on ne connaît quasiment, au mieux que les 10 premiers, et dans les meilleurs des cas, tous les 20 premiers. Donc il y a quand même une difficulté à ce qu'on comprenne que c'est un scrutin sur une liste nationale et non plus sur une liste des grandes régions, et que bien évidemment, on élit des députés qui vont siéger au Parlement européen et non pas au Parlement français. On a parlé tout à l'heure des élections européennes, les premières en 1979. Le président de l'époque s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Il avait écrit un livre qui s'appelait 2 Français sur 3. Et pour le moment, sur Twitter, vous êtes 65% à être d'accord avec moi quand j'affirme que les abstentionnistes seront le premier parti des européennes. Il y a beaucoup de commentaires. Nos invités vont réagir. Vous voulez réagir, vous aussi? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Retour des vraies voix seuls contre tous, et je l'affirme, oui, les abstentionnistes seront le premier parti des européennes. Avec nous pour en débattre, Geneviève Götzinger, ancienne journaliste politique et DG de médias, chef d'entreprise de l'agence de conseil Image avec 2G. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut de prospective et sécurité en Europe, et Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, et je vais bien le prononcer, publié chez Desclés de Brouwer. Justement, Geneviève Götzinger, je vais couper la parole, on va refaire un tour de table. Comment expliquez-vous, alors qu'on bat le record de listes et que l'offre est quand même on ne peut plus pléthorique, qu'il y ait autant d'abstentionnistes? Parce qu'au milieu de 33 listes, excusez-moi, vous me passerez l'expression, on doit quand même arriver à trouver son bonheur, non? Certainement, oui, mais une complexité, je dirais, de ce qu'est l'Europe. Une incompréhension de ce qu'est l'Europe, une difficulté à comprendre les enjeux réels qui se jouent là-bas. Encore une fois, ce sentiment de eux et nous, avoir le sentiment que ce n'est pas nous, l'Europe, alors qu'en fait, c'est nous. Et puis, d'une manière plus générale, une méfiance envers aujourd'hui le discours politique, le discours public, même plus largement. Les préoccupations des Français qui semblent très, très différentes de celles des politiques aujourd'hui. Ils ont l'impression aussi que l'Europe n'a pas de prise sur leurs préoccupations réelles, leurs préoccupations quotidiennes. Et puis, le fait que la campagne n'a pas commencé. Très clairement, elle n'a pas commencé. Tout ça a été totalement pollué par une actualité sociale extrêmement lourde, extrêmement dure, une volonté de ne pas entrer en campagne de la part du parti majoritaire parce qu'il y avait d'autres préoccupations qui étaient celles, effectivement, des gilets jaunes, des revendications sociales, les préoccupations, Il est en pleine renaissance, des préoccupations de la rue. Pardon ? Il est en pleine renaissance, le parti majoritaire. C'est la renaissance de l'Europe pour laquelle il plaide. C'est pas bon. Alors peut-être pour sa propre renaissance aussi à travers celle de l'Europe, mais le terme de renaissance s'applique à l'Europe en l'occurrence. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Dupuis ? Au milieu de 33 listes, on doit trouver son bonheur quand même. Oui, mais c'est pas le sujet. Je crois que oui, effectivement, c'est pas forcément que ce sujet-là. Premièrement, il y a sans doute vis-à-vis du vote et de l'utilité de voter pour 79 députés européens une sorte de quadrature du cercle. On ne sait pas vraiment quel est le rôle des 79 députés européens. La meilleure preuve en est, c'est qu'on est toujours dans la logique où on va demander à des futurs députés européens de réagir à de la politique nationale, voire à des apparentements politiques qui correspondent à un contexte, une sociologie politique nationale. C'est particulièrement vrai en France, où l'on voit, par exemple, pour la liste majoritaire, une réflexion d'une volonté de rassembler à gauche et à droite, en oubliant que une fois qu'on est élu le 26 mai, ou une fois qu'ils seront élus le 26 mai, ils devront choisir le groupe pour lequel ils vont appartenir.
Et c'est pas forcément les mêmes rapports de force. 18, je le dis autrement, plus simplement. Il se trouve que j'ai par ailleurs des responsabilités politiques que vous avez eu l'amabilité de taire, mais quand 18 députés européens français vont siéger parmi 751 députés, ça ne fait pas une majorité, ça ne crée pas une dynamique. Donc ça aussi, les Français ont du mal à comprendre qu'ils soient dans une phraséologie, une sémantique qui répondent à des préoccupations conjoncturelles, vous avez raison, par rapport à l'irruption de cette velléité et de cette absence de réponse aux problèmes sociaux, alors que quand ils seront députés européens, ils ne répondront pas à ces questions-là. Premièrement, ils auront à élire, et c'est une première réalité, le futur président de la Commission. Et donc, en tant que futur décideur de la manière dont la Commission va se positionner, libérale ou moins libérale, dans une logique protectionniste ou dans une logique souverainiste, dans une logique de tenir compte du fait que si on prend l'ensemble des députés européens qui seront élus entre le 23 et le 26 mai, il y aura, quoi que l'on dise en France, ou quoi qu'on le veuille le penser, une majorité de partis à droite, pour ne pas dire des partis à droite, de la droite la plus conservatrice. La majorité restera PPE. Donc il y a ce sentiment que les Français quand même comprennent, en se disant, mais finalement, pourquoi est-ce que l'on ne débat pas de sujets européens qui peuvent impacter du haut vers le bas, sur la France, mais pas le contraire. Après, il y a effectivement une irresponsabilité des médias qui jouent cette carte d'avoir des clivages. Et c'est vrai, ça a été vrai dans tous les débats. Il faut se féliciter qu'il y en ait eu. Sur France 2, sur Sud Radio, je sur BFM, sur France 24 et encore récemment sur CNews, et il faut s'en féliciter. Et après, je terminerai parce que c'est quand même un élément important et vous l'avez évoqué dans votre teaser, Philippe. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, c'était des chefs de parti qui se mobilisaient et qui entraînaient leurs troupes. Mais maintenant, ce sont des gens qui ont une dimension, une sorte de légitimité moindre. On va donner la parole à Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, vous êtes d'accord avec ce que viennent de dire Geneviève Götzinger et Emmanuel Dupuis? Au milieu de 33 listes, on devrait arriver à trouver son bonheur, non? Oui, bien même quand sûr, on est très difficile. Oui, même quand on est très difficile comme moi, mais justement, je fais partie de ceux qui n'y trouvent pas leur bonheur. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 4 points qui me paraissent importants et ils vont être très rapides. Le premier, ça a été dit, mais je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Il y a une méconnaissance ou une incompréhension du fonctionnement des institutions. Le Parlement européen n'est que co-législateur. Le principal législateur, ce sont les ministres des différents États. Ça, c'est le premier point. Et donc, on se dit, finalement, voter pour des gens qui n'auront pas beaucoup de pouvoir, ça n'a pas beaucoup d'importance. Encore que le pouvoir du Parlement européen, et ça vient d'être dit, va voter pour la composition de la Commission. Le deuxième point, c'est que je crois que les Français ne veulent pas se déplacer parce que le vote blanc n'est pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Et ça, c'est un vrai problème. Malgré les 33 listes, il y a des gens qui pourraient vouloir aller voter, manifester le fait qu'ils participent de la vie politique, de la vie intellectuelle, de la vie culturelle du pays, mais qui ne veulent pas choisir entre les différentes listes qui se présentent et qui voudraient que leur vote soit considéré comme étant un suffrage exprimé tout en ne choisissant pas une des listes qui se présentent. Le troisième point, c'est lié à cela, c'est le fait que on est pieds et poings liés. On est obligé d'accepter la liste telle qu'elle est présentée par le parti politique. C'est-à-dire que si on vote pour une liste, on vote pour tous les gens qui sont sur la liste. On ne peut pas rayer des noms, on ne peut pas panacher entre différentes listes, on ne peut pas changer l'ordre des noms sur une liste, et de là, il me semble-t-il, c'est un vrai problème. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui me paraît essentiel, vraiment fondamental, c'est le fait que le débat ne porte pas sur des questions qui sont au cœur, je dirais, de la réalité de la vie du pays. C'est-à-dire qu'après 6 mois de gilets jaunes, quoi qu'on pense de ces gilets jaunes, il y aurait dû y avoir évidemment, je dirais, une réponse de la part de nos partis politiques aux angoisses que les Français vivent, que ce soit une angoisse économique, une angoisse identitaire, une angoisse dans tous les
différents domaines, je dirais, de la vie sociale. Or là, on est avec des partis politiques qui continuent leur petite vie, leur petite guéguerre, et qui finalement ne sont pas en adéquation avec la réalité du pays. Et donc, dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner, eh bien, que malgré la présence de 33 listes, eh bien, un certain nombre de personnes ne veuillent pas choisir entre elles et ne veuillent pas se soumettre, je dirais, encore une fois, je dirais, aux commissions d'investiture de ces différents partis qui nous empêchent de choisir entre. C'est-à-dire que Guillaume Bernard, on doit faire la pause. C'est pour ça. Vous êtes bien sur Sud Radio. Il est 19h27. Et donc, on va continuer à débattre en compagnie de nos invités. Les abstentionnistes seront le premier parti des européennes. Il y a beaucoup de commentaires. On va en prendre quelques-uns, mais dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Les abstentionnistes seront le premier parti des européennes. C'est ma position ce soir dans Seul contre tous. Avec nous pour en débattre, Geneviève Gutzinger, ancienne journaliste politique et DG de médias, chef d'entreprise de l'agence de conseil Image avec 2G, comme Geneviève Gutzinger. On a eu l'explication. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut de prospective et sécurité en Europe, et Guillaume Bernard, politologue au cœur de la guerre à droite aura bien lieu. C'est publié chez Desclés de Brouwer. Justement, Emmanuel Dupuis, vous avez entendu Guillaume Bernard qui a parlé du vote blanc. On a un commentaire de Michel Dutarn et j'avais pensé en parler. Michel qui dit « Et si le vote blanc était pris en compte, ce serait celui-là qui arrivera en tête. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron n'en veut pas. Il a trop peur du résultat que cela pourrait donner. » Est-ce que, je vais tous vous faire réagir, Emmanuel Dupuis, dans le grand débat, la non-prise en compte du vote blanc ne serait pas un acte manqué ? Oui, alors c'est en tout cas une demande répétée et j'ose même dire initiale des Gilets jaunes. Premièrement parce que... Avec le RIC. Parce qu'on a vu, au même titre que le RIC, on a vu qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, il y a de cela 2 ans, il y a eu beaucoup d'abstentionnistes et beaucoup de Français qui ont estimé que le choix binaire ne les satisfaisait pas, notamment dans la configuration qui a été celle de l'opposition très formalisée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Deuxième élément, nous sommes très en retard pour revenir à ce dont il va s'agir le 26 mai prochain, car beaucoup de pays européens prennent en compte le vote blanc. Donc là aussi, il y a une certaine forme de hiatus qui se crée et qui, d'une certaine façon, ne correspond pas tout à fait à l'importance et la dimension de la dimension historique de ce vote. J'en veux pour preuve ce qu'a dit hier soir François Bayrou, quand par exemple on n'aura pas la même légitimité. Les députés européens français n'auront pas la même légitimité parce qu'ils s'inscrivent dans un mode de scrutin qui n'est pas forcément le même que nos maintenant 27 autres partenaires en y englobant les Britanniques. Les Britanniques. Et puis il y a un autre élément, si vous me permettez d'une phrase, parce qu'on l'a quand même légèrement abordé. L'abstention est une chose, mais il y a la démobilisation au sein des partis politiques. Il y a une sorte de démotivation. Par exemple, quand on sait que seulement 38% des électeurs de la France Insoumise ont déclaré qu'ils se présenteraient et qu'ils iraient voter. C'est un petit peu mieux pour les partis, entre guillemets, plus anciens, les Républicains ou le Rassemblement National, ou même la République En Marche, où on a quand même une majorité de 20. Donc ça veut dire qu'il y a, au sein des partis politiques, un travail de mobilisation, un travail d'explication qui n'a pas été fait. Alors vous avez raison, Geneviève, la campagne n'a pas commencé. Encore une fois, tout se joue dans la dernière ligne droite. Geneviève Gutzinger, ça a été le premier à en parler, notre ami Guillaume Bernard, et on a le commentaire de Michel Dutarn. C'est un acte manqué, la non prise en compte du vote blanc. Ça aurait fait plus voter. Je pense que oui, mais de toute façon, il y aura des votes blancs. Hein. Oui, les mais ils électeurs ne seront pas comptabilisés. Mais 4% lors du dernier scrutin. Ils ne seront pas comptabilisés, mais ce n'est pas de l'abstention. Ils vont quand même néanmoins se déplacer pour aller voter. On n'est pas tout à fait dans le même phénomène. Le vote blanc, c'est une expression, hein, c'est une prise de parti. Quand je vais voter blanc, si je vote blanc, je ne parle pas de moi, mais j'exprime quelque chose. J'exprime le refus de l'offre, mais en même temps la volonté de me déplacer et la volonté de, quelque part, de m'exprimer dans le cadre d'une élection. Oui, c'est un acte manqué, vous avez raison. Je pense qu'il faudrait reconnaître le vote blanc, comptabiliser le vote blanc. Mais sans doute en même temps, il y a un autre acte manqué. Il serait pas mal de rendre le vote obligatoire. Comme chez nos amis belges. Absolument. Il n'est pas obligatoire en France, sauf au sénatorial. Et c'est dommage parce que le voter, c'est un droit. Mais c'est aussi un devoir civique. C'est ce qui est écrit sur la carte d'électeur. Vote obligatoire et sanctionné, puisque c'est le cas des sénatoriales. Hein. Absolument, chez les sénatoriales, oui. Mais chez les Belges, à la deuxième fois. 100 euros depuis 2004, ouais. Justement, Guillaume Bernard, vous avez parlé le premier du vote blanc. Vous diriez que c'est un acte manqué et vous êtes pour le vote obligatoire ?
Alors, que ce soit un acte manqué, je crois que c'est surtout une très grave erreur politique, parce que lorsque l'on sait les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a été élu, je crois qu'il ne prend pas suffisamment en considération le fait qu'il a été élu par défaut, avec une abstention qui a augmenté entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle, ce qui n'était arrivé en France qu'en 1969, lorsqu'on avait eu un second tour opposant Georges Pompidou à Alain Bauer. Bon. Donc, bonnet blanc et blanc bonnet, avait dit le patron du Parti communiste de l'époque. Parti communiste, exactement. Jacques Duclos. Jacques Duclos. Et je crois sincèrement que dans la crise que nous vivons aujourd'hui, qui est une crise politique, mais qui peut tout à fait dériver vers une crise de régime, parce que c'est la légitimité de nos hommes politiques qui est véritablement en jeu, eh bien, le fait de prendre en compte dans les votes exprimés, dans les suffrages exprimés, les bulletins blancs aurait été une soupape de sécurité, comme une autre soupape de sécurité aurait pu être pour le système, pour le régime, eh bien, le RIC. Mais je crois qu'il y a un élément qu'il faut prendre en considération, j'en ai pour une seconde, c'est promis, c'est que les Français savent bien qu'effectivement, les députés français, les représentants de la France au Parlement européen, eh bien, vont siéger dans des groupes politiques. Et ils ne sont pas complètement abrutis, nos amis français. Ils savent très bien que, eh bien, il va y avoir des compositions de groupes et des alliances entre groupes. Or, si on regarde les projections qui ont été publiées par la Commission européenne, on s'aperçoit que, d'après la dernière projection, il n'y a aucune majorité dans le futur Parlement européen, hormis une grande coalition unissant sociodémocrates, centristes libéraux et droite classique, enfin le droite PPE. modérée, Le le PPE. PPE. Autrement dit, on va se retrouver dans une situation où la prochaine commission va être adoubée de concert par les députés de LR et par les députés macronistes. Est-ce que vous pensez franchement que ça pousse les électeurs à aller voter pour choisir entre des listes qui vont au final adjoindre le vote pour désigner une commission? Geneviève Götzinger. Je voulais réagir à ce que vous aviez Bien dit dans tout le à micro. l'heure en disant Emmanuel Macron élu par défaut. Ça semble remettre en cause sa légitimité. Sa légitimité, elle est absolument totale. Hein. Il a peut-être été élu par défaut, mais c'est le président de la Non, et République. la légitimité, elle est double. Il y a une légitimité d'origine, c'est le processus qui permet de désigner un homme politique, un chef d'État. Et puis après, il y a la légitimité d'exercice, c'est-à-dire sa capacité à réaliser le bien commun. On ne peut pas réduire la légitimité uniquement au processus qui conduit à la désignation de quelqu'un. Le processus est parfaitement légal et de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Après, la légitimité, elle peut décroître, elle peut même disparaître s'il y a une activité à réaliser le bien commun pour l'ensemble du pays. Bon, après, Geneviève Götzinger et ensuite Emmanuel Elle ne Dupuis. disparaît pas parce qu'il y a 20 000 ou 40 000 ou 160 000 personnes dans les rues tous les samedis non plus. Hein, au départ, au mois de novembre, il y avait beaucoup plus de monde. On sait bien qu'il y avait au moins 800 000 personnes, mais ça n'est pas la question. C'est-à-dire, si un parti politique ou si un homme politique veut vérifier sa légitimité, il peut organiser un référendum. Il peut même offrir aux Français la possibilité de se saisir eux-mêmes d'une question par le biais du référendum d'initiative populaire. Emmanuel Dupuis. Oui, alors Partagez. Le RIC. partagé, oui. Ce qui a été dit est très important. Les députés européens, en tout cas les députés européens français, je prends l'exemple d'un député européen sortant qui ne se représente pas, et c'est dommage, c'est Alain Lamassoure qui a siégé très longtemps qui a député. siégé pendant très longtemps et qui expliquait la mécanique. Et je crois que les auditeurs cela mérite d'être explicité. Il faisait le parallèle quand il était député national et quand il était député européen. C'est très clair. Quand vous êtes député national, vous appartenez aussi à un groupe politique, mais vous cherchez le clivage. Donc vous ne cherchez pas à trouver des alliés en dehors de votre famille politique, ou en tout cas, vous pouvez effectivement, entre les républicains et les centristes, trouver des convergences. Au Parlement européen, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça a été dit tout à l'heure. Pour désigner le Spitzenkandidat, c'est-à-dire celui qui sera le candidat du parti majoritaire ou de la coalition des partis majoritaires qui sera le prochain président de la Commission pour remplacer Jean-Claude Juncker, effectivement, il peut y avoir un apparentement très large qui va des sociodémocrates aux partis conservateurs, en dehors, évidemment, des partis qui sont sortis du PPE. Mais il y a aussi l'importance du vote national. Il y a beaucoup de convergence au-delà des responsabilités politiques.
Prenez par exemple l'exemple du siège du Parlement européen. C'est un sujet qui revient régulièrement. Strasbourg, Bruxelles, je t'aime moi non plus. Qui est un sujet qui a fait l'objet d'une interrogation de la part d'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. De ce point de vue, il n'y a aucune différence de point de vue sur l'ensemble des listes pour maintenir la bicéphalité des deux sièges, c'est-à-dire en partie à Bruxelles, en partie à Strasbourg, au-delà des lignes politiques. Tout ça pour dire que les sujets que l'on voit émerger dans la presse, qui sont ceux exprimés par les responsables politiques, en tout cas les premiers, deuxièmes, voire les troisièmes de liste, ne correspondent pas tout à fait aux votes qui seront ceux des différents représentants le 27 mai, en l'occurrence le 30 juin, puisqu'ils siégeront à partir du 30 juin. Un autre exemple qui va au-delà des clivages politiques, l'adhésion ou non de la Turquie. Je dis cela parce que ça a créé une petite polémique entre Bardella du Rassemblement national et Arnaud Danjean, le numéro 3 de la liste des Républicains. Qui a été accusé de voter pour l'élargissement de la Turquie. Et pourtant, il a toujours voté contre. Donc, oui, vous voyez, ça s'appelle une fake news. Voilà, absolument. Ou du moins, une utilisation sur un débat national d'une thématique qui n'est évidemment pas tout à fait vraie au niveau européen. Geneviève Götzinger. Oui, vous parliez d'Alain Lamassoure, effectivement. Qui était un député européen centriste pendant longtemps. Oui, mais qui siégeait au PPE quand même. Absolument. Il faut le rappeler. Giscardien qui siégeait au PPE. Effectivement, il y a eu jusqu'à présent des députés français comme ça, importants, qui ont siégé pendant longtemps au Parlement européen, qui exprimaient quelque chose, qui avaient une voix qui comptait et qui connaissaient aussi parfaitement les mécanismes du Parlement européen. Là, ça ne va plus être le cas. Aujourd'hui, seulement 2% des candidats français sur les différentes listes, et toutes listes confondues, sont des sortants. Donc ça veut dire que c'est-à-dire rien. Très peu de choses. En plus, combien d'entre eux seront élus? Oui. Donc ça va clairement diluer le poids et l'importance et la voix et la capacité d'expression des eurodéputés français qui vont ensuite se retrouver éparpillés dans une myriade de groupes. On sait que les élus de La République En Marche, par exemple, on ne sait pas exactement où ils vont siéger. On pense qu'ils vont siéger à l'ALDE. À l'ALDE, oui. À l'ALDE. Guy Verhofstadt, le président de l'ALDE, a été très clair. Il ne s'agit pas d'un groupe macronien, il s'agit d'une ALDE qui changera de nom. Mais ils siégeront à la LDE. Alliance des libéraux et démocrates en Europe. On verra si tous siégeront à la LDE. On verra si, par exemple, Pascal Canfin siégera-t-il à la LDE. Ou chez les Verts. Ou chez les Verts, on ne sait alors pas. À ce moment-là, il faudrait qu'il fasse campagne avec son ami Yannick Jadot. Ce serait plus simple. Après, une fois qu'il sera élu, je ne sais pas où il siégera. Enfin, en tout cas, ça ne me semble pas si clair que ça. Mais vous avez dit une chose très intéressante, Geneviève Götzinger, on va revenir dessus. Guillaume Bernard, vous avez vu, c'est quand même la classe biberon, les têtes de liste. 23 ans Bardella, Manon Aubry, je crois qu'elle en a 29. On prenait l'exemple d'il y a 40 ans, 60... Pardon ? Laissez-moi finir, parce que je voulais dire autre chose par rapport à Alain Lamassoure et ce que vous disiez. Effectivement, il y a au Parlement européen une forme de culture du consensus, du compromis. Et de l'apparentement. La recherche de l'apparentement, la recherche du consensus, qui est totalement en contradiction avec la culture politique française. Et ça explique... Qui est dans l'affrontement. Qui est complètement dans l'affrontement, et particulièrement en ce moment, et ce qui explique peut-être aussi ce décalage et cette forte abstention à venir. Mais justement, on y revient. Guillaume Bernard, je vous demande votre avis, à tous les trois. Envoyer la classe biberon, 2% seulement de sortants, c'est pas péjoratif, classe biberon, parce que 23 ans, 29 ans, tête de liste, on le répète, en 79, il y a 40 ans pour les premières, c'était tous les patrons de partis qui étaient candidats. C'était quand même autre chose, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça ne crée pas de l'abstention parce qu'on se dit, tiens, si ils n'envoient pas les têtes de liste, il n'y a pas de raison de se déplacer. Je vais vous faire une métaphore footballistique. C'est comme si vous saviez avant d'acheter les tickets d'un match qu'il y aura que les remplaçants sur le terrain. Vous dites, finalement, je vais le regarder à la télé ou je vais amener madame au restaurant. En division 2, c'est ça? C'est ça. Ou en division d'honneur. Bon, je crois qu'il y a deux choses que vous évoquez qui sont évidemment importantes. La première, c'est que traditionnellement, les Français n'envoient pas nécessairement leur tête d'affiche au Parlement européen. C'est-à-dire qu'on considère que finalement, Strasbourg et Bruxelles, c'est un peu le purgatoire. Et on y va parce que... Rachida Dati l'avait dit au téléphone. Oui, mais ça permet, si vous voulez, je dirais, de combler un trou dans une carrière tant qu'on n'est pas, si on n'est pas au Palais Bourbon ou au Luxembourg. Bon, voilà, on va exercer un mandat. Bon, et c'est tout à fait différent dans d'autres pays où, par exemple, les Allemands envoient soit des jeunes qu'ils veulent aguerrir
mais qui sont promis à une certaine carrière politique, soit des vieux loups de la politique qui ont une vraie expérience, des gens qui ont été par exemple dans les gouvernements des Länder et qui donc véritablement sont techniquement très bons. Donc ça, évidemment, les Français, là, tout parti confondu, on n'est pas vraiment très stratège, parce qu'évidemment, ça baisse l'influence incontestablement de la France, toutes tendances confondues, dans le Parlement européen. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que, et alors là, c'est propre à ces élections, et vous parlez de l'âge des candidats, il est bien évident que là, c'est la tambouille électorale. Bon, au Front National, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu mettre une tête de liste qui, par ailleurs, peut avoir d'éminentes qualités, mais ils ont mis une tête de liste très jeune pour pouvoir prouver qu'il pouvait se passer de Marion Maréchal. Nous pouvons avoir un jeune qui va faire un bon score, ou un relativement bon score, sans qu'on ait besoin de Marion. Donc, Marine Le Pen peut se passer de Marion Maréchal. Chez LR, Laurent Wauquiez a choisi François-Xavier Bellamy parce que ça lui permettait de mettre un jeune qui torpillerait le retour en force de Bruno Retailleau, c'est-à-dire l'ancien lieutenant de François Fillon. C'est lamentable. C'est absolument lamentable. C'est-à-dire qu'on est avec des partis politiques qui, font passer leurs intérêts internes avant l'intérêt du pays. Si François-Xavier Bellamy fait un bon score, ça sera génial, ça sera un très bon choix de Laurent Wauquiez. S'il faisait un très mauvais score, c'est-à-dire s'il fait un score inférieur à celui que Nicolas Sarkozy a fait en 99, c'est-à-dire 12-8, eh bien dans ce cas-là, ça ne sera pas de la faute de Wauquiez. Ça sera pas de la faute de Wauquiez, ça sera de la faute de Bellamy. Donc vraiment, comment voulez-vous que cela motive les électeurs qui se disent, eh bien, je vais voter pour une liste qui sera cohérente et qui aura un positionnement cohérent au Parlement européen dans un groupe cohérent. Évidemment, ça ne peut pas motiver les électeurs. Emmanuel Dupuis, c'est intéressant ce que dit Guillaume Bernard. Vous allez réagir après, Geneviève Götzinger. Entre la tambouille et les jeunes leaders, c'est pas très ragoûtant, on va dire. Oui, et puis il n'y a même pas de cohérence avec la réalité électorale, puisqu'il n'y a qu'un jeune sur 5 qui a décidé de se présenter, enfin qui d'ores et déjà ira ou a indiqué qu'il ira voter. Aux urnes, oui. Moins de 35 ans. Donc le fait de mettre des jeunes, c'est du plastronnage, comme ça a été dit jusqu'à Cotère présent. sur jambe de bois. Exactement. Maintenant, je ne serai pas tout aussi critique par rapport au positionnement des uns et des autres, parce que ça permet surtout de faire en sorte que ces jeunes leaders ou ces jeunes têtes de file, ces premiers de cordée, pour paraphraser la grammaire du président, soient totalement dédiés au scrutin européen et pas à la vie politique nationale. Le fait que ces chefs de file siégeront, effectivement, parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est que quand les chefs de parti, quand François Hollande par exemple, était tête de liste aux européennes, la première chose qu'il faisait, c'était démissionner pour permettre de revenir comme député national. Absolument. Si Jean-Christophe Lagarde, qui par ailleurs est député national, président du groupe Agir à l'Assemblée nationale, est élu, vraisemblablement pas, puisque les derniers sondages lui donnent entre 2 et 3, la première chose qu'il fera, c'est démissionner. Dupont-Aignan, pareil. Pour permettre à Nora Béra d'être députée européenne. Donc là aussi, il faut quand même appeler un chat et que les choses soient clairement dites. Geneviève Götzinger. C'est vrai que des têtes de liste inconnues, ça favorise pas forcément la mobilisation, et l'enjeu pour chaque parti, ça va être aujourd'hui de mobiliser les siens. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur les choix à la fois de François-Xavier Bellamy et de Jordan Bardella. Ce ne sont pas forcément des mauvais choix. Je ne suis pas certain. Enfin, je ne partage pas forcément votre analyse sur les motivations de ces choix, notamment par rapport à Bruno Retailleau. Je pense que le choix de François-Xavier Bellamy est un excellent choix pour LR. Il fait une très bonne campagne. Et il est parti de 8 à 14,5, 15. Il arrive à 14,5, 15. Il semble exprimer toute sa campagne sur la civilisation européenne a un véritable écho dans son camp et dans l'électorat des Républicains. Et il semble croire en ce qu'il dit, ce qui est quand même pas rien en politique. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h48, et j'ai atteint le score giscardien. 2 Français sur 3, puisque vous êtes désormais 66% d'accord avec moi. On continue le débat dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Retour des vraies voix, seul contre tous, en compagnie de Geneviève Götzinger, ancienne journaliste politique et DG de médias, chef d'entreprise de l'agence de conseil Image avec 2G, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut de prospective et sécurité en Europe, et Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Descret Bauer. On a beaucoup de commentaires. Et il y en a un qui revient régulièrement, alors avec quelques variantes, s'abstenir, c'est voter Macron.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel Dupuis? Est-ce que c'est fait? Est-ce que finalement, c'est pas un vote exutoire, les européennes? On en a je sais pas combien de s'abstenir, c'est voter La République En Marche, ou s'abstenir, c'est voter Macron. Alors, déjà, moi, je l'interprète un petit peu différemment, de manière un petit peu biaisée, si j'ose dire. L'abstention favorisera vraisemblablement les électeurs qui auraient voté pour des partis les plus virulents contre la campagne de Nathalie Loiseau et de la liste Renaissance, en l'occurrence Rassemblement national. Donc, de ce point de vue-là, les abstentionnistes, évidemment, permettront à Nathalie Loiseau de stabiliser son électorat. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'abstention, pour moi, le vote sanction contre Emmanuel Macron est déjà rabaissé la quintessence de ce débat. Il ne s'agit pas de voter pour ou contre Emmanuel Macron. Il s'agit de voter pour des députés européens qui, pour une mandature de 5 ans, vont essayer de se mobiliser pour essayer de faire avancer des réformes dont l'Union européenne et dont les 27 États, 28, puisque la Grande-Bretagne, je le rappelle, in fine votera, auront besoin. Avec cette subtilité que les Français ne comprennent pas, pourquoi on va voter pour 73 députés européens, britanniques, qui, in fine, ne seront plus là dans un mois, théoriquement fin juin. Théoriquement, la limite du Brexit, il y a une petite tendance à la pousser jusqu'à décembre 2020. Oui. Enfin, la sortie effective, de la Grande-Bretagne, c'est 2020. Certains disent 2022, et on s'oriente, à mon avis, de plus en plus vers ça. Donc il y a aussi cette incompréhension. Je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Guillaume et Geneviève. Je crois que c'est très important de concevoir le fait que dans beaucoup de pays, l'importance de l'élection européenne est beaucoup plus forte, notamment dans ce qu'on appelle la Nouvelle Europe, les nouveaux adhérents, donc l'Europe de l'Est, qui envoie et à la Commission européenne et au Parlement européen les meilleurs de la classe politique, les ministres, les personnalités politiques qui sont les plus en vue. Ce que vous dites, c'est pas sympa pour Pierre Moscovici. Si les autres envoient les meilleurs, c'est-à-dire que nous, on n'envoie pas les meilleurs. Je vous laisse la portée de votre propos. Je voudrais me fâcher avec personne. Donc ça, c'est un élément important. C'est la raison pour laquelle le fait de ne pas avoir opté pour des listes transnationales, dans lesquelles on aurait pu panacher des personnalités politiques qui auraient redonné de l'européanité, si j'ose dire, aux listes. La seule exception, c'est Sandro Gozzi, l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes italien, qui est en position éligible sur la liste de Nathalie Loiseau. Il me semble que ça aussi, ça ne participe pas à cet exercice démocratique qui voudrait que, si on vote pour des députés européens, on peut ne pas forcément voter que des députés européens français. Guillaume Bernard, c'est un vote exutoire, les européennes, comme toujours. On sanctionne le parti au pouvoir? En règle générale, les élections à la proportionnelle permettent effectivement de voter sans trop se poser de questions. Donc, a priori, c'est plutôt le parti au pouvoir qui risque d'être, je dirais, le plus touché par un vote contestataire. Pour autant, il me semble quand même que tous les partis politiques seront perdants au soir du 26 mai. Parce que si l'abstention est plus grande qu'en 2014, est plus importante qu'en 2014, et si aucun parti politique ne réussit à dépasser les scores qu'ils avaient faits lors de cette élection, eh bien ça signifiera qu'ils auront eu moins de voix que lors de la précédente élection. Donc, dans tous les cas, quel que soit l'ordre de sortie des partis politiques et leur pourcentage, il faudra regarder avant tout le nombre de voix obtenues. Et je crains que l'ensemble des partis politiques, y compris les deux qui sont susceptibles d'arriver en tête, c'est-à-dire LREM et le RN, et le Front National, qui sont les deux à plus de 20%. Voilà, qui sont à plus de 20%, mais ils auront moins de voix. Le RN le Front National était à 25%, il fera peut-être... Il a 22 ce soir. À 22, avec un taux d'abstention égalité avec la reine. Il aura donc moins de voix. Donc personne ne pourra pérorer et tout le monde devra se poser des questions pour que les Français se sentent mobilisables sur des choix politiques. Encore faut-il que l'offre politique leur corresponde. Et je crois qu'il n'y a aucune autre solution que par la recomposition du spectre politique. Il a déjà commencé avec la création de la grande coalition modérée qui est LREM. Eh bien, il faut que cela continue sur tous les autres bords du spectre. Geneviève Götzinger, exutoire ces élections européennes, on sanctionne le parti au pouvoir. Élection sans risque, effectivement, puisqu'il n'y a pas de conséquences directes sur notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours. C'est un choix sans risque, à la proportionnelle. Ça ne crée pas une cohabitation? Ça ne crée pas de cohabitation, ça ne crée rien. Après, je vais revenir sur la question que vous posiez, s'abstenir, c'est voter Macron. C'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de commentaires qui le disent.
Les électeurs qui votent, ceux qui se rendent aux urnes, ce sont par nature ceux qui se mobilisent le plus, ceux qui sont le mieux intégrés, ceux qui se sentent le mieux dans la mondialisation, ceux qui sont urbains, ceux qui socialement se sentent bien dans ce pays. Donc effectivement, plus le taux d'abstention sera élevé, plus ce sera des électeurs marginalisés par rapport à la mondialisation, plus ce sera des électeurs contestataires qui ne se rendront pas aux urnes. Donc de fait, effectivement, s'abstenir, c'est quelque part voter Macron. Je suis assez d'accord avec les propos de vos auditeurs. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, non, je partage ce point de vue. On pose toujours la question de savoir quelle va être la portée du vote abstentionniste. Qu'il soit majoritaire, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ou comment on l'interprète ? Et force est de constater qu'à chaque soirée post-électorale ou soirée électorale tout court, c'est toujours la même ritournelle. On se désole de l'abstention, mais sauf qu'on ne fait rien pour, ou on ne fait rien contre plutôt, on fait rien pour s'y opposer. Et je crois que les recompositions politiques devraient avant tout s'occuper de la mobilisation ou de l'implication ou de l'appropriation. Et c'est vrai pour les partis politiques. Et moi, je suis très heureux que les élections européennes puissent permettre à des partis politiques qui jusqu'à présent n'avaient pas la parole de s'exprimer. Encore faudrait-il qu'ils trouvent l'exutoire, si j'ose dire, ou l'espace où ils peuvent s'exprimer. Vrai sujet. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe, Geneviève Götzinger, ancienne journaliste politique et DG de médias, patronne de l'agence de conseil Image avec 2G, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desley de Brouwer. Verdict final, 66-34, d'accord avec moi. De suite, un magnifique hommage à une chanteuse qui nous a quittés il y a 1 an hier, Morane. C'est dans l'Off Musique d'Yvan Cujous. Restez bien avec nous sur Sud Radio.